Bonjour tout le monde et bienvenue à ce cours de révision. En fait, ce vidéo de révision, c'est pas un cours, là, sur le chapitre 2 en histoire de secondaire 3. Vous avez été plusieurs à me demander de faire une deuxième vidéo. Donc la voici. En 1453, Constantinople est prise par les Ottomans. Les Ottomans sont des ennemis des chrétiens d'Europe. Et Constantinople, c'est la ville qui est située entre l'Asie et l'Europe. Elle est située à peu près où mon visage. Et c'est un lieu de passage, en fait, pour le commerce. Fait que le commerce qui part de l'Asie puis qui va en Europe, et qui part d'Europe puis qui va en Asie, il passe par Constantinople. Mais Constantinople est contrôlé par l'Ottoman, contrôlé par les ennemis des Européens. Fait qu'il faut trouver d'autres façons de se rendre en Asie. Et grâce à des innovations technologiques comme la Caravelle, qui est un nouveau bateau super high-tech, l'astrolabe, le compas, on va pouvoir naviguer en haute mer, pas juste suivre les côtes. On va pouvoir traverser les océans puis aller dans des lieux inconnus. Et on a des gens qui vont penser que si on va vers l'ouest, on va trouver un passage vers la Chine. Il y a des gens qui sont persuadés que si tu pars vers l'ouest, tu arrives tout droit en Chine. Et un des premiers à y aller, c'est Christophe Colomb. En 1492, il va arriver dans les Caraïbes. Fait que ça, officiellement, c'est le premier Européen à partir de l'Europe puis aller en Amérique. Sauf qu'on sait qu'il y a des Vikings qui sont venus à Terre-Neuve 500 ans avant. Mais officiellement, Christophe Colomb est considéré comme le découvreur, entre guillemets, parce qu'il y avait déjà du monde de l'Amérique. Mais lui, il savait pas qu'il était en Amérique. Lui, il était en Inde. Dans sa tête, il était en Inde. C'est quelques années plus tard que Amerigo Vespucci va arriver plus aux Amériques du Sud. Et il va se rendre compte que, non, pas en Inde, là, ici, c'est un nouveau continent. Donc, ce nouveau continent-là n'avait pas de nom. Il a donc décidé de l'appeler les Amériques. L'Amérique, en fait, en l'honneur de lui-même, son nom étant Amerigo. Les 4 pays qui vont partir en Amérique peuvent se résumer par l'acronyme PAF! P-A-F-E. Portugal, Angleterre, France, Espagne. PAF! Hein? Facile à retenir, ça? En Amérique du Nord, Jean Cabot, qui vient, qui fait un voyage pour le royaume d'Angleterre, il va arriver à Terre-Neuve en 1497. Qu'est-ce qu'il va voir? Du poisson, de la baleine, la bouffe. C'est beau Terre-Neuve. Et il va venir en Europe. Il va revenir en Europe, c'est ça. Et il va dire aux gens, hey, là-bas, il y a du poisson. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir avec des bateaux, puis ils vont aller à Terre-Neuve pêcher le poisson qui est là-bas. Quel poisson? La morue. La morue, ça se conserve longtemps. Si c'est bien pêché et bien traité, mais ça se conserve longtemps. Puis en plus, le poisson en Europe, c'est populaire parce que c'est pas une viande. Hein? Ben ouais, c'est pas une viande. Ce que ça veut dire, c'est que les chrétiens en Europe, il y a 160 jours à peu près qui peuvent pas manger de viande. Et il faut qu'ils mangent autre chose. Qu'est-ce qu'ils peuvent manger d'autre? Du poisson. Il va aussi avoir des chasseurs de baleines qui vont venir dans les Amériques, dans le coin de Terre-Neuve puis du golfe de Saint-Laurent pendant le 16e siècle. Parce que la baleine donne de l'huile, donne de son fanon, on en fait dans la bouche. Ça permet de faire des vêtements, des parapluies, des objets. Donc c'est super populaire. Et il va y avoir des premiers contacts aussi entre les pêcheurs, chasseurs, baleines et les autochtones. Les pêcheurs, chasseurs vont arriver sur le bord de l'eau, alors que pendant l'été, les autochtones sont déjà sur le bord de l'eau pour faire du commerce entre eux autres. Ils voient les Européens arriver avec leurs grosses îles en bois. Ils vont faire du commerce avec eux. Ils vont faire du troc. Les Européens vont leur donner des objets qu'ils n'ont pas, les Autochtones, comme des objets en métal, des casseroles par exemple.
Et en échange, les Autochtones vont donner des pots. Des pots qu'ils vont pouvoir revendre à profit en Europe. Faire beaucoup d'argent. Et c'est ça. Les premiers explorateurs qui vont venir sur le territoire du Québec en tant que tel, c'est Jacques Cartier. Jacques Cartier part en 1534 de la France. Et il va passer par le détroit de Belle-Île, qui est le petit bras d'eau entre le Labrador et Terre-Neuve. Il va passer par là et il va se ramasser dans le golfe du Saint-Laurent. Il va se promener autour de l'île d'Anticosti, il va frôler la Gaspésie, il va même planter une croix là-bas pour dire « Ça appartient à la France ». Et c'est là qu'il va rencontrer aussi des Micmacs et des Iroquois de Québec, état de passage, dont le chef Donnacona. Donc Donnacona va lui dire « Hey, si tu vas par là-bas, tu vas avoir un gros fleuve qui te mène vers une grosse mer. » Et Cartier il dit « Ok, c'est peut-être ça qui va me permettre de rejoindre la Chine. » Parce que, l'Asie. Parce que la raison pour laquelle Jacques Cartier passe ici, c'est qu'il veut découvrir un passage par l'Amérique du Nord qui mènerait en Asie. Et c'est ça. Ça, c'est son premier voyage. Dans son deuxième voyage, il va aller dans le golfe du Saint-Laurent. Mais là, il va rentrer dans le fleuve Saint-Laurent. Il va aller jusqu'à Stadacona, qui est Québec, à l'époque, dirigé par Donnacona, le chef des Iroquois de Québec, de Stadacona. Et Donnacona va lui dire « Hey, si tu vas là-bas, là, tu vas te rendre à Hochelaga, puis tu vas pouvoir aller plus loin après ça. » Mais il veut pas qu'il y aille, parce qu'à l'époque, il y a une rivalité entre Stadacona, Québec, et Hochelaga, Montréal. Une rivalité entre les deux. C'est deux peuples iroquois, mais ils s'aiment pas, ils sont en conflit. Mais Jacques Cartier, lui, il veut trouver un passage. Il veut trouver un passage. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il part pareil. Après ça, les relations avec les Iroquois de Québec vont être difficiles. Fait qu'il se rend jusqu'à Montréal, mais les rapides de la Chine, qu'il va nommer, c'est des rapides qu'il va nommer les rapides de la Chine, l'empêche d'aller plus loin. Fait que là, il se retourne. Il passe un hiver proche de Québec. Pas facile, les relations avec les Autochtones sont rendues difficiles. Il y a des morts, le scorpion, c'est pas facile. Mais on s'en retourne en Europe. Après ça, on va faire un troisième voyage. Et là, ça va être un plus gros voyage. Le chef de l'expédition, ce ne sera pas Cartier, ça va être M. Roberval. Mais quand c'est le temps de partir, on veut faire vraiment une tentative de colonisation. Envoyer des gens qui vont habiter là-bas tout le temps. C'est pas juste du monde qui vont faire du commerce et qui reviennent à la fin de l'été. Donc, grosse expédition. Mais, M. Roberval, quand c'est le temps de partir, il n'est pas prêt, puis Cartier, lui, est prêt. Fait qu'il va tout seul. Et il arrive dans le coin de Québec, à Cap-Rouge. Il va fonder une petite colonie là-bas, à Cap-Rouge, mais ça va être très difficile. L'hiver va être froid, le scorbut. C'est pas facile. Mais une petite lueur d'espoir dans tout ça. Jacques Cartier va découvrir ce qu'il pense être de l'or et des diamants. Wouhou! Et il est tellement content d'avoir découvert ça qu'il décide de sacrer le camp, de partir de là, puis de s'en retourner en France pour montrer ça au roi et aux gens importants. Et en s'en retournant dans le coin de Labrador, Terre-Neuve, il va croiser M. Roberval. Là, M. Roberval, qui est son boss, il va lui dire « Hey, retourne là-bas, on s'en va coloniser. » Mais Jacques Cartier va fuir, va se sauver, puis bon. Fait que là, Roberval, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'établissement où Jacques Cartier s'était établi pour le Québec. Mais encore une fois, ça va être un hiver qui est très difficile pour lui. Et on va abandonner le projet de colonie. Fait que là, on est en 1541 dans ce coin-là. C'est la fin du projet de Cartier. Puis, pour la petite histoire, quand Cartier est revenu en Europe, c'était pas de l'or et des diamants, mais de la pyrite de fer et du quartz. Fait que pendant à peu près 50 ou 100 ans, on va laisser de côté, on met ça dans les armoires, dans les oubliettes, le projet d'Amérique du Nord. Il y a des Autochtones qui nous attaquent. Il y a les scorbuts l'hiver. Les hivers sont froids. C'est difficile de faire l'agriculture, mais on n'a pas vraiment essayé. Là, mais c'est difficile. On ne veut pas y aller. Mais bon, puis en plus, surtout, guerre de religion en Europe, en France.
il y a les Huguenots, qui sont les protestants, qui se battent contre les catholiques. Là, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Et on décide, mais en fait, on décide, ça dure comme ça pendant quelques années. Mais en 1598, le roi Henri IV, le roi de France, va mettre fin aux guerres de religion en faisant l'édit de Nantes. Donc, c'est la fin des guerres de religion. Il y a plus de stabilité dans le royaume. On peut recommencer à faire des explorations puis à aller coloniser le nouveau monde. Mais, même si Henri IV rêve d'une France qui s'étend en Amérique, au-delà de l'océan, son royaume est un petit peu... guerre civile, ça a été très difficile, pas beaucoup d'argent, puis on veut pas mettre beaucoup d'argent. Fait que qu'est-ce qu'on va faire pour faire la colonisation sans mettre beaucoup d'argent? On va faire des monopoles du commerce des fourrures. OK. C'est quoi un monopole? Ça, c'est quand il y a juste une personne qui peut faire quelque chose. Dans ce contexte-ci, monopole du commerce des fourrures, ben, il y a juste une personne ou une compagnie qui peut faire le commerce des fourrures avec les Autochtones. Mais en échange, cette personne-là, elle doit amener des gens, des colons, qui vont habiter sur le territoire pour faire une colonie de peuplement. Donc, c'est la stratégie qu'on utilise. On va faire 4 tentatives qui vont tous échouer. La première, l'île de Sable, qui est une île à peu près à quelques centaines de kilomètres de la Nouvelle-Écosse d'aujourd'hui. Mais c'est une île qui est très isolée. Puis malheureusement, on va oublier de la ravitailler pendant un hiver.